Livre 1, chapitre 5. Ulrich. L'homme sans qualité dont il est question dans ce récit s'appelait Ulrich, et Ulrich, qu'il est désagréable de voir continuellement nommer par son prénom quelqu'un que l'on ne connaît encore qu'à peine. Mais par égard pour son père, le nom de famille doit être tenu secret. Ulrich, donc, avait donné le premier échantillon de sa manière dès la fin de l'adolescence, dans une dissertation sur une pensée patriotique. Or, le patriotisme en Autriche était quelque chose de tout à fait particulier. Voyez les enfants allemands. Ils apprenaient tout bonnement à mépriser les guerres des enfants autrichiens. Et on leur enseignait que les enfants français avaient pour ancêtres des libertins énervés, que la seule vue d'un fantassin allemand à grande barbe faisait fuir, fussent-ils des milliers. Et les enfants français, les enfants russes, les enfants anglais eux aussi, souvent vainqueurs, apprenaient la même leçon en renversant les rôles, et avec toutes les modifications souhaitables. Comme les enfants sont fanfarons, qu'ils aiment jouer aux gendarmes et aux voleurs, et sont toujours prêts à tenir pour la première du monde la famille Y, de la rue du Grand X, pour peu que le hasard en ait fait leur propre famille, rien n'est plus aisé que de les gagner au patriotisme. En Autriche, les choses étaient un peu moins simples. Si les Autrichiens étaient bien sortis vainqueurs de toutes les guerres de leur histoire, la plupart d'entre elles ne les en avaient pas moins obligés à quelques cessions. Ce sont des choses qui font penser. Dans sa dissertation sur l'amour du pays, Ulrich écrivit qu'un véritable patriote ne devait pas se croire en droit de juger son pays meilleur que les autres, et même en un éclair qui lui parut particulièrement beau, bien que sa lueur l'eût plutôt ébloui qu'illuminé. Il avait ajouté à cette phrase déjà suspecte une autre phrase, à savoir que Dieu lui-même préfère sans doute parler de sa création au potentiel. It dixerit quispiam. Ici, l'on avancera peut-être que, car Dieu crée le monde en pensant qu'il pourrait tout aussi bien être différent. Ulrich avait été très fier de cette phrase, mais peut-être ne s'était-il pas exprimé assez clairement, car elle provoqua un véritable scandale, et on faillit le chasser de l'école. Mais on ne résolut rien, incapable qu'on était de se décider s'il fallait voir dans sa téméraire observation un outrage à la patrie ou un blasphème. Il poursuivait alors son éducation au lycée Marie-Thérèse, établissement distingué qui fournissait à l'État ses plus nobles soutiens. Et son père, irrité de l'affront que lui valait ce fils indigne, l'envoya à l'étranger dans un petit institut belge, dans une ville inconnue, et qui, administré avec un neurosens de l'industrie, et n'exigeant que des prix modiques, avait un grand mouvement d'élèves plus ou moins dévoyés. Ulrich y apprit à étendre à toutes les nations son dédain de l'idéal des autres. Depuis, 16 ou 17 ans avaient passé comme nuages au ciel. Ulrich ne les regrettait pas plus qu'il n'en était fier. Arrivé en sa 32e année, il les considérait simplement avec surprise. Entre-temps, il avait vécu ici ou là, parfois aussi brièvement dans sa patrie, et partout, il avait fait des choses estimables et d'autres inutiles. On a déjà laissé entendre qu'il était mathématicien. Il n'est pas besoin d'en dire davantage à ce sujet pour l'instant. En effet, dans toute profession, pourvu qu'on l'exerce par amour et non pour de l'argent, arrive un moment où les années qui s'accumulent paraissent ne plus mener à rien. Après que ce moment eut quelque peu traîné en longueur, Ulrich se rappela qu'on accorde au pays natal le mystérieux pouvoir de rendre à la réflexion des racines. Des racines et un terreau, et il s'y installa avec les sentiments d'un promeneur qui s'assied sur un banc pour l'éternité, tout en pressentant déjà qu'il ne va pas tarder à le quitter. C'est alors que, mettant de l'ordre dans sa maison, comme dit la Bible, il fit une expérience dont l'attente avait été, somme toute, sa véritable occupation. Il s'était mis dans l'agréable obligation de réinstaller entièrement à neuf et à sa guise la petite propriété laissée à l'abandon
De la restauration fidèle à l'irrespect total, il avait le choix entre toutes les méthodes et tous les styles, des Assyriens au cubisme, se présenter à son esprit. Quel choix fallait-il faire? L'homme moderne naît en clinique et meurt en clinique. Il faut que sa demeure ressemble à une clinique. Cet impératif venait d'être formulé par un architecte d'avant-garde, tandis qu'un autre, réformateur de l'aménagement, exigeait des parois amovibles, sous prétexte que l'homme doit apprendre à vivre en confiance avec son semblable, et cesser de s'en isoler par goût de séparatisme. Des temps nouveaux venaient de commencer. Il en commence à chaque minute. À temps nouveau, style nouveau. Par bonheur pour Ulrich, le petit hôtel, dans l'état où il le trouva, possédait déjà 3 styles superposés, de sorte qu'il était vraiment impossible, dans de telles conditions, de satisfaire à toutes ses exigences à la fois. Il ne s'en trouva pas moins profondément ébranlé par la responsabilité de cette maison à installer, et une menace qu'il avait pu lire plus d'une fois dans des revues d'art. Je cite « Dis-moi, comment tu es logé, je te dirai qui tu es, plané sur sa tête. » Après un examen approfondi de ses revues, il décida qu'il aimait encore mieux prendre lui-même en main l'aménagement de sa personnalité et il se mit à dessiner son futur mobilier. Mais à peine avait-il imaginé l'aménagement de quelques formes expressives et puissantes qu'il songeait qu'on pourrait tout aussi bien la remplacer par une forme fonctionnelle, svelte et robuste comme une machine. Quand il projetait une forme de style béton armé comme émacié par sa propre puissance, il se rappelait les formes maigres, avant-printanières, d'une fillette de 13 ans et commençait à rêver au lieu d'agir. C'était là, dans une affaire qui, somme toute, ne le touchait pas de fort près, cette fameuse incohérence des idées, cette prolifération privée de centres qui caractérise le temps présent et en constitue l'arithmétique particulière, ce coupage de cheveux en 4 à la poursuite d'une unité toujours fuyante. Ulrich finit par ne plus imaginer que des pièces irréalisables, des chambres tournantes, des installations kaléidoscopiques, des changements à vue pour l'âme, et ses idées perdaient de leur consistance à mesure. Il en arriva enfin au point vers lequel il avait été secrètement attiré. Son père eût dit à peu près ceci. Si on le laissait faire à sa tête, il finirait par se la taper contre les murs à force de perplexité. Ou bien cela. Quand on peut faire tout ce qu'on veut, on a bien fait de ne plus savoir quoi désirer. Ulrich se répétait ces sentences avec ravissement. Cette sagesse ancestrale lui semblait d'une extraordinaire nouveauté. Il faut que l'homme se sente d'abord limité dans ses possibilités, ses sentiments et ses projets par toutes sortes de préjugés, de traditions, d'entraves et de bornes, comme un fou par la camisole de force pour que ce qu'il réalise puisse avoir valeur, durée et maturité. En vérité, c'est à peine si l'on peut mesurer la portée de cette idée. Ainsi donc, l'homme sans qualité, une fois de retour au pays, ne craignait pas de faire ce deuxième pas et de se laisser modeler de l'extérieur par les circonstances de la vie. À ce point de ses réflexions, il abandonna carrément l'installation de sa maison au génie de ses fournisseurs, bien persuadé que pour la tradition, les préjugés et l'étroitesse, il pouvait se reposer sur eux. Lui-même se contenta de rafraîchir les lignes anciennes qui étaient déjà indiquées, les sombres ramures de serre sous les voûtes blanches du petit vestibule, le sévère plafond du salon. Pour le reste, il ajouta tout ce qui lui parut pratique et confortable. Quand tout fut terminé, il ne lui resta plus qu'à secouer la tête en se disant « Voilà donc la vie qui est censée d'être la mienne ». C'était un délicieux petit palais qu'il possédait là. Du moins pouvait-on l'appeler ainsi, car il était exactement tel qu'on se figure une de ces résidences de bon goût pour grands personnages imaginés par les maisons de meubles et de tapis, les ensembliers, qui sont dans ce domaine à l'avant-garde. Il ne manquait plus que de remonter l'esquisse mécanique, alors on eût vu rouler des équipages dans l'allée, emportant de hauts dignitaires et des dames de qualité, des laquais sauter à bas, des marchepieds, demander non sans méfiance à Ulrich
Où donc est votre maître, mon brave? Il était à peine redescendu de la lune qu'il serait installé comme s'il ne l'avait jamais quitté. Chapitre 6. Léon ou un déplacement de perspective. Quand on a mis de l'ordre dans sa maison, il faut se chercher une femme. En ce temps-là, l'amie d'Ulrich s'appelait Léontine et chantait dans un petit théâtre de variété. Elle était grande, élancée, sans maigreur, d'une impassibilité provocante, et il la prénommait Léone. Elle avait frappé par les humides ténèbres de ses yeux quelque expression douloureusement passionnée de son beau, long et régulier visage, et les chansons pleines de sentiments qui tenaient lieu, chez elle, de chansons obscènes. Ces chansonnettes démodées avaient pour thème l'amour, la fidélité, la séparation, les murmures de la forêt et les truites étincelantes. Léon, grande et seule jusqu'à la moelle des os, était debout sur la petite scène et patiemment, d'une voix de mère de famille, jetait ses chansons au public. Les rares fois où s'y glissaient malgré tout de légères incongruités, l'effet en était d'autant plus saugrenu que cette fille soulignait des mêmes gestes péniblement épelés le tragique et le facétieux. Ulrich se remémora aussitôt de vieilles photographies, ces belles femmes qu'on voyait dans des livraisons de lecture pour tous, devenues introuvables. Et comme il pénétrait de sa pensée le visage de cette femme, il y découvrit une foule de petits traits qui ne pouvaient en aucun cas être réels, et qui le composaient pourtant. Il est vrai qu'on rencontre à chaque époque toute espèce de visage, mais à chaque fois le goût du jour en distingue un dont il fera le visage du bonheur et de la beauté, et tous les autres visages désormais s'efforceront de lui ressembler. Même les plus laids s'en approchent, avec l'aide de la mode et des coiffeurs. Et seuls n'y parviennent jamais, nés pour d'étranges succès, ces visages en qui s'exprime sans concession l'idéal de beauté royale, mais évincé d'une époque entière antérieure. Ces visages passent comme les cadavres d'anciens désirs dans la grande irréalité du commerce amoureux, et chez les hommes qui contemplaient bouche bée le vaste ennui des chants de Léontine, sans comprendre ce qui leur arrivait, les ailes du nez étaient agitées de tout autre sentiment que devant les hardies chanteuses à coiffure tango. Alors Ulrich décida de l'appeler Léon, et sa possession lui parut aussi enviable que celle d'une peau de lion préparée par le pelletier. Cependant, dès le début de leur intimité, Léon déploya encore une autre qualité inactuelle. Elle était incroyablement vorace. Et c'est un vice dont la culture intensive est depuis longtemps passée de mode. Il avait pour origine la convoitise, enfin libérée, qu'elle avait éprouvée jadis, enfant pauvre, pour les friandises coûteuses. Mais il avait acquis la force d'un idéal qui a fini par briser sa cage et devenir le maître. Il semblait que le père de Léon eût été un respectable petit bourgeois qui la battait chaque fois qu'elle sortait avec un admirateur. Mais si elle sortait, c'était uniquement parce que sa plus grande joie était d'être assise à la terrasse d'une petite pâtisserie et de plonger sa cuillère dans une glace tout en jetant sur les passants des regards distingués. Bien que l'on ne pût vraiment affirmer qu'elle n'était pas sensuelle, il faudrait dire, dans la mesure où on en a le droit, qu'elle se montrait dans ce domaine, comme dans les autres, plutôt paresseuse et peu encline au travail. Chaque excitation, dans son interminable corps, mettait un temps infini à atteindre le cerveau. Et il arrivait qu'au milieu de la journée, sans aucune raison, ses yeux commençaient à fondre, alors que pendant la nuit, ils étaient restés fixés sans bouger sur un point du plafond, comme pour y observer une mouche. De même, parfois, au beau milieu d'un silence, lui arrivait-il de rire d'une plaisanterie qui lui devenait enfin claire, alors qu'elle l'avait entendue quelques jours auparavant, sans la comprendre et sans broncher. C'est pourquoi, lorsqu'elle n'avait aucune raison particulière de ne pas l'être, elle était extrêmement convenable. Comment elle en était venue à ce métier ? Il était impossible de le lui faire dire. Apparemment, elle ne le savait plus très bien elle-même.
Il apparaissait seulement qu'elle tenait l'activité de chanteuse pour un des rouages indispensables de la vie, et y rattachait toutes les merveilles qu'elle avait entendu conter de l'art et des artistes, de sorte qu'elle trouvait parfaitement juste, édifiant et distingué de monter tous les soirs sur une petite scène, ennuagée par la fumée des cigares, et d'y chanter des chansons dont la puissance émotive était un fait établi. Naturellement, comme il se doit pour colorer un peu le convenable, elle ne craignait nullement d'y glisser parfois quelque inconvenance, mais elle était fermement persuadée que la première chanteuse de l'opéra impérial n'en agissait pas autrement. En vérité, si l'on tient absolument à nommer prostitution le fait d'offrir pour de l'argent non point toute sa personne, comme il est d'usage, mais seulement son corps, dans ce cas, Léon pratiqua à l'occasion la prostitution. Mais quand pendant 9 ans, comme elle le faisait depuis sa 16e année, on apprend à connaître la médiocrité des cachets d'usage dans les derniers cercles de l'enfer du chant, quand on a en tête le prix des robes et de la lingerie, quand chaque jour on se bat avec les retenues, la cupidité et l'arbitraire des patrons, avec les pourcentages pris sur les consommations des clients émoustillés et sur la chambre de l'hôtel voisin, quand il faut chaque jour en disputer, puis, comme un commerçant faire la balance, alors cette débauche, si réjouissante aux yeux du profane, devient une profession où règne la logique, l'objectivité et les lois du milieu. Et justement, la prostitution est de ces choses qui changent fort selon qu'on les voit d'en haut ou qu'on les examine d'en bas. Mais si Léon considérait avec une parfaite objectivité la question sexuelle, elle n'en gardait pas moins son romantisme. Il se trouvait seulement que tout ce qu'il y avait chez elle de redondant, de vaniteux, de prodigue, les sentiments de fierté, d'envie, de volupté, d'ambition, de dévouement, en un mot, les moteurs de la personnalité et de la réussite sociale, c'était, par quelques jeux de la nature, relié non plus à ce qu'on appelle le cœur, mais au tractus abdominalis, au mécanisme de l'alimentation avec lequel ils furent d'ailleurs jadis régulièrement en relation, ainsi qu'on peut l'observer aujourd'hui encore chez les primitifs ou chez les paysans en Bombance. Ces gens-là sont capables d'exprimer la distinction et toutes sortes d'autres caractères proprement humains par un banquet au cours duquel on s'empiffre solennellement avec tous les phénomènes concomitants. Aux tables du Beuglant où elle se produisait, Léon faisait son devoir. Mais elle rêvait d'un cavalier qui, par une liaison de la durée de son contrat, l'en soulagerait et lui permettrait de s'asseoir dans une pause distinguée, devant le distingué menu d'un distingué restaurant. Eût-elle cédé alors à ses préférences, qu'elle eût goûté de tous les plats en une fois. Il était pour elle une satisfaction douloureusement contradictoire de pouvoir montrer ainsi aussi qu'elle savait comment l'on doit choisir et composer un menu raffiné. Dès les entremets, elle pouvait donner libre cours à sa fantaisie, et il en résultait d'ordinaire un second repas complet dans l'ordre inverse. Léon renouvelait son pouvoir d'absorption avec du café noir et de stimulants mélanges de boissons. Elle s'excitait à coups de surprise jusqu'à ce que sa passion fût satisfaite. Alors son corps était empli de tant de choses distinguées qu'il manquait d'éclater. Elle jetait autour d'elle des regards mollement radieux et, bien qu'elle ne fût jamais loquace, se plaisait dans cet état à rattacher aux raretés qu'elle avait consommées quelques considérations rétrospectives. Quand elle disait polmon à la Torlonia ou pomme à la Melville, elle jetait ces mots dans la conversation comme un autre dirait en passant, mais de façon très étudiée, qu'il a parlé au prince ou au lord de ce nom. Comme les sorties en public avec Léon n'étaient pas précisément du goût d'Ulrich, il transportait ordinairement la cérémonie de son gavage chez lui, où elle devait se contenter d'avoir pour commensaux des ramures de cerf et des meubles de style. Mais elle s'estimait frustrée par là d'une satisfaction mondaine et quand l'homme sans qualité l'incitait à l'intempérance solitaire en commandant pour elle les plats les plus inouïs qu'un traiteur puisse livrer, elle se sentait aussi abusée qu'une femme qui s'aperçoit qu'on ne l'aime pas pour son âme. Elle était belle, elle était chanteuse, elle n'avait pas à se cacher, et chaque soir s'accrochaient à elle les convoitises de quelques douzaines d'hommes qui lui eussent donné raison.
Mais celui-là, au contraire, quoiqu'il voulût être seul avec elle, n'était même pas capable de lui dire bon Dieu, Léon, ton cul m'affole, et de se lécher les moustaches rien qu'à la regarder, comme ses cavaliers l'y avaient accoutumé. Léon le méprisait un peu, bien qu'elle lui restât fidèlement attachée, et Ulrich le savait. Il savait d'ailleurs fort bien ce qui devait se faire dans la société de Léon, mais le temps où il aurait pu amener de pareilles phrases sur ses lèvres, et où ses lèvres portaient encore moustache, était trop lointain. Et quand on ne parvient plus à faire quelque chose dont on fut capable jadis, si stupide que cette chose ait pu être, ce n'en est pas moins exactement comme après une attaque, quand on reste impotent d'une main ou d'une jambe. Ulrich, quand il voyait le boire et le manger monter à la tête de son ami, se sentait flageoler ses prunelles. Avec un peu de prudence, on pouvait lui retirer sa beauté. C'était la beauté de la comtesse à qui Leckehard de Scheffel fait franchir dans ses bras le seuil du cloître, la beauté de la cavalière tenant un faucon dans sa main gantée, la beauté de l'impératrice Élisabeth dans son halo de légende couronné de sa lourde chevelure, un délice pour des êtres qui tous étaient déjà morts. Plus précisément, elle évoquait aussi la divine Junon, non point la déesse éternelle et impérissable, mais ce qu'un temps passé ou en train de passer entendait sous ce nom. Ainsi, le rêve de l'être flottait librement sur la matière. Mais Léon savait qu'une invitation distinguée se paie, même quand celui qui vous invite n'a pas de désir et qu'on n'a pas le droit de se laisser simplement considérer bouche bée. Elle se levait donc dès qu'elle en était capable et se mettait à chanter, d'une voix paisible mais sonore. Ses soirées semblaient à son ami quelques feuillets arrachés d'un livre, animé par 1000 inspirations et 1000 pensées, mais momifié, ainsi qu'il arrive à tout ce que l'on détache de son contexte, et chargé de cette tyrannie de l'immuable qui fait le charme inquiétant des tableaux vivants, où l'on dirait que la vie a tout à coup absorbé un somnifère. Et la voilà debout, raide, avec sa structure interne et ses limites précises, mais néanmoins sur l'arrière-plan du monde, monstrueuse d'absurdité. Pause.